Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 5, on vous fait, dans les dernières semaines, Gab a été inspiré, j'ai été inspiré la semaine passée, et cette semaine on se fait un 50-50. Donc on commence avec un place au débat que j'ai proposé, et on termine avec un haut son de la cloche que Gab a lancé. Très intéressant d'ailleurs, le deuxième sujet, on opère encore une fois dans la même lignée de vous faire des sujets qui sortent un petit peu peut-être des points courants. On vous le partage parce qu'on en discutait en off au préalable, mais on avait un sujet que Gab a rejeté qui était une métrique digne de l'opposé de l'inflation. Ceux qui le sauront le comprendront, qu'on a mis de côté encore une fois pour ne pas vous ramassez les oreilles avec des sujets qui sont répétés partout. Si vous voulez écouter les nouvelles économiques, les nouvelles financières, vous en entendez trop parler. Gab, tu le mentionnes également dans ton travail, que c'est quelque chose qui est trop souvent abordé, donc on en revient. Donc encore une fois, merci Gab du deuxième sujet. Là. Je pense que c'est intéressant. On retourne un peu dans C'est merci. la discussion sur une compagnie et surtout des événements assez marquants dans les dernières années pour cette compagnie-là. Mais avant toute chose, et comme tout bon épisode du podcast L'État financier, pour lancer les interventions magistrales de Gab, je te laisse faire le disclaimer de début d'épisode. Mon Dieu, ça y est, on me colle une réputation de la personne qui fait des speeches de 30 minutes. Bon, bref, évidemment, n'oubliez pas tout ce qu'on parle dans le podcast. Il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Contactez un expert si vous avez la moindre question sur votre profil personnel. Quiconque est autorisé aussi à le faire. Lui seul ou elle seule pourrait être en mesure de pouvoir déterminer avec vous les meilleures options de placement disponibles à votre profil d'investisseur. Tu vois, maintenant ça devient quasiment automatique. Alors, finalement, on devrait répéter en fait ce qu'on avait dit, de peut-être l'enregistrer. Bon, je pense que là, on le connaît bien par cœur, donc c'est pas bien grave. En tout cas, ouais, deux sujets, je trouve qui sont intéressants, qui sont assez opposés, mais je trouve que qui font du sens parce que c'est en lien avec l'actualité financière, économico-politique, et je pense que JP, on est prêt à lancer le jingle pour le premier segment. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Juste petite parenthèse. D'ailleurs, à nouveau, merci. Beaucoup de rétroactions et de commentaires sur le dernier épisode. Donc, merci comme toujours pour ceux qui nous suivent, ceux qui utilisent à la fois la zone commentaire YouTube, mais également le fameux courriel que Gab tu laisses au niveau des notes, je crois, de chaque podcast. Donc merci et salutations à ceux qui nous écrivent, toujours appréciés. On essaie de répondre à chaque personne, encore une fois, comme vous le savez, avec parfois des petits délais. Excusez-nous pour ça, mais encore une fois, le merci, c'est toujours intéressant, Ouais. la rétroaction que vous nous envoyez. Mais effectivement, Gab, lançons le premier segment, le place au débat. Parfait. Donc, deux places au débat en 2 semaines. Et bien évidemment, les places au débat, comme toujours, ne sont pas réellement des énormes débats entre Gab et moi. Mais c'est plus quand on parle un peu de politique. Donc, vous le savez, on en avait parlé d'ailleurs, je pense, dans un place au débat passé au niveau de Boris Johnson qui démissionnait. Eh bien, on a officiellement eu la personne qui allait lui succéder à la tête des Tories avec Liz Truss, qui va maintenant être la chef des Tories au niveau de la Grande-Bretagne. 47 ans, Liz Truss a gagné d'ailleurs face à son rival, M. Sunak, le Rishi Sunak. 50% versus 43% des votes d'ailleurs des membres en règle du Parti conservateur, donc des Tories au niveau de la Grande-Bretagne. Donc on parle officiellement, les votes recueillis, c'est 80 326 pour Mme Truss versus 60 399 pour Monsieur Sunak. Donc, encore une fois, c'est un peu l'ironie de toute cette transition-là, le fait que le nouveau chef des Tories, par la majorité des conservateurs au niveau de la Chambre des communes, devient automatiquement le premier ministre de la Grande-Bretagne aux prochaines élections, qui sont d'ailleurs dans 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc un mandat, Liz Truss a un énorme défi devant elle, parce que le parti, bien évidemment, a été éclaboussé parce que Boris Johnson et toutes les accusations face à Boris Johnson a également été... la passation se passe dans une période un peu complexe où la Grande-Bretagne se porte plutôt mal économiquement parlant, en fait même bien plus mal que des comparables et la majorité des alliés. Là. Au niveau de l'Occident, on parle de plus de 10%, Gab, je pourrais te passer la parole là-dessus, mais plus de 10% d'inflation présentement, donc il y a des gros enjeux de pouvoir d'achat, bien évidemment, qui dit inflation assez notoire, dit les ménages souffrent, et tout ça dans un climat où il y a encore une fois le fameux nuage de l'approvisionnement énergétique en Europe qui se poursuit et qui affecte bien évidemment plusieurs autres pays, là, mais le mix de hausse du coût de la vie avec même enjeu sur l'énergie, ça met quand même beaucoup de pression sur
les Britanniques. Donc on parle quand même d'une transition assez importante. C'est d'ailleurs la troisième femme à devenir première ministre britannique après Thatcher et Theresa May qui était là qui était là il y a quelques années seulement. C'est ça, je pense que c'est quand même un bon défi aussi. Il faut rappeler les Tories sont au pouvoir depuis 2010. Donc Liz Truss arrive avec 2 ans pour essayer d'avoir une réélection des Tories face aux travaillistes. Donc beau contexte assez complexe, beaucoup de risques pour son entrée. Et encore une fois, là, je pense elle avait fait quand même un bon travail en tant que ministre des Affaires étrangères britannique, là, mais elle se retrouve avec des beaux défis. Puis chez Gab que tu avais, là, et c'est mon genre d'humour, là, un jeu de mots qui était digne de mention, que tu peux peut-être amorcer avec ton jeu de mots. Mais encore une fois, plusieurs personnes ne vont pas la trouver drôle. Moi, personnellement, je le trouve absolument hilarant. Ouais, bah c'est vrai que j'aurais cru penser que c'est ça. Peut-on faire confiance à Liz Truss? C'est la question qu'on va se poser là. Should we trust Liz Truss? Tu m'excuses, c'est terrible. Si vous avez trouvé ça pas En drôle, fait, je pense que ça devait être à la une de la majorité des journaux en Grande-Bretagne, à mon avis. Là, parce que c'est la perfection de jeu de mots pas possible. Là. Mais et, elle a dû le subir plusieurs fois dans sa vie, selon et moi. je l'ai confondu au début avec sa consoeur de nom, je sais pas comment on dit ça, Madame Liz Cheney, qui est la fille, je crois, en fait, de l'ancien vice-président américain. J'étais dans les préparations Dick Cheney, ouais. ouais. Donc j'étais complètement perdu, en tout cas, et je dois t'avouer, c'est la première fois que j'entends parler de cette femme-là, donc euh, c'est pas toujours évident pour nous qui sont pas habitués, on va dire, à la politique britannique, même si je trouve ça intéressant. Moi, je me détache un peu de ce sujet-là. On peut pas être intéressé partout, là. Je veux dire, mais c'est la mission du podcast aussi à nous-mêmes, de nous apprendre un peu plus sur ces personnages illustres ou peut-être pas illustres là. Mais là, rendu là, on va essayer d'être respectueux de Madame Truss. Là. Donc, comme tu l'as dit, JP, bon, on sait que le système britannique il fonctionne comme il fonctionne, puisqu'en fait c'est les conservateurs, donc c'est les membres du parti qui élisent leur chef du parti et qui va déterminer le Premier ministre, qui est, évidemment, on pourrait penser que c'est pas très démocratique. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas dans le système de Westminster. Et ben voilà, on se retrouve donc du coup avec une nouvelle personne, on va dire une femme, on va dire assez jeune en fait. C'est ça que je trouvais assez rigolo, qui sortait un peu du carcan en fait qu'on peut se donner aussi dans la politique plus généralement là dans la plupart des pays là. Souvent ce sont des vieux hommes un peu grincheux là, qui dirigent on va dire la plupart des nations souveraines. Et là, bon, alors là, on a un contexte qui est un peu particulier pour le Royaume-Uni parce que tu l'as bien dit, le contexte international est assez défavorable, on va dire, en Europe. D'ailleurs, Madame Truss, en fait, comme était en plus travaillée aux affaires étrangères, bon, bah là, elle connaît évidemment le contexte ukrainien qu'on connaît évidemment avec les tensions qu'il y a entre l'Europe et la Russie. On va dire un contexte aussi défavorable au niveau du commerce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, parce qu'on sait qu'il y a eu des tensions, on va dire, sur l'application du protocole du Brexit, donc l'accord qui avait été signé avec Bruxelles pour réguler les échanges commerciaux et la fameuse backstop que prévoyait le Royaume-Uni. Ça n'a pas été totalement respecté, donc il y a toujours des très grosses rivalités, confrontations commerciales, surtout avec la France. On sait que la relation franco-britannique est assez désastreuse ces derniers mois pour ces raisons-là. Et je pense qu'il y a le défi aussi, évidemment, de l'inflation, du contexte énergétique avec le gaz, qui fait que ce pays est une poudrière, et ça va être très difficile, à mon avis, de pouvoir gérer tout ça. Et donc le défi de Madame Truss est évidemment immense. Hein. Je pense que JP, on va pouvoir passer un peu plus en détail, on va dire, les différents défis qu'elle se présente, mais honnêtement, je suis assez pessimiste, évidemment, sur ce qui va arriver. La question est de savoir, est-ce qu'elle va être capable de mieux gérer par rapport à ses prédécesseurs? C'est là où j'irais, on va dire, plus donner, évidemment, peut-être mon point de vue, ou le point de vue, ou le consensus, en tout cas, de la presse, de manière générale. Exact. Puis ce qui est embêtant avec les Strauss aussi, c'est un peu ça pour toutes les politiciens et politiciennes là, qui ont un parcours quand même assez long avec les sujets chauds qui ont divisé la Grande-Bretagne, principalement le Brexit dans les dernières années.
Il faut rappeler, le Liz Truss avait des positions qui étaient opposées au Brexit en 2016. Donc, elle prenait opposition face à ce que en grande partie son parti tentait de mettre en place avant de revenir complètement sur sa décision et de maintenant être une fervente défenseur du Brexit, même au point de remettre en question certains aspects liés à l'Irlande du Nord. Donc c'est certain que ce volet-là où une personne change de position sur un sujet qui a vraiment eu un impact, on s'entend, là, la problématique qu'on a avec la Grande-Bretagne présentement découle beaucoup des impacts du Brexit. C'était en grande partie ça qui a plombé un peu, ou comme tu l'as dit, là, qui a mis les bases de bien des problèmes actuels. Donc c'est un petit peu ce qui m'embête, c'est que la feuille de route de cette dame-là, encore une fois, est tout à fait louable et c'est souvent des visages d'importance comme ça qui peuvent cheminer là, vers le poste de chef de parti. C'est un peu le cas au Canada là, avec Justin Trudeau qui est premier ministre, mais on le mentionne souvent en blague, mais on apprécie quand même beaucoup M. François-Philippe Champagne là, pour ramener ça sur la politique canadienne qui a fait plusieurs postes quand même assez importants qui sont souvent des tremplins vers la chefferie d'un parti. Donc, je pense qu'elle a une feuille de route tout à fait louable, tout à fait, le mérite est là pour ce qu'elle fait. Tout comme M. Sunak, d'ailleurs, qui avait une très belle feuille de route. Mais c'est sûr que quand il y a des positions qui sont divergentes maintenant au fur et à mesure de sa carrière politique, on peut changer d'avis. Mais en termes de Brexit, c'est un petit peu embêtant de voir qu'elle est passée d'un côté à l'autre avec vraiment maintenant une position très, très, très en faveur du Brexit, alors que ce n'était pas le cas du tout. Ce qui m'embête un petit peu également, ben, c'est toujours la même balise. C'est même si un parti a une majorité, c'est certain que ça va tourner un petit peu en rond quand on sait que les travaillistes ont déjà une majorité dans les sondages. On sait qu'il y a beaucoup de flafla autour de la politique britannique. Là, on dirait qu'on voit ça dans tous les films, british lorsqu'il y a des élections. Là, c'est vraiment une fanfare un peu. Là. Mais on voit quand même que les travaillistes ont du vent dans les voiles pour dans 2 ans. Donc c'est certain que ça va avoir un impact sur ce qui se passe maintenant. La base du parti des Tories qui ont voté pour elle, bien évidemment, était en sa faveur. Mais si je ne me trompe pas, il y a plus de 50% des Britanniques qui jugent qu'elle ne sera pas bonne en tant que première ministre. Donc c'est sûr qu'il y a encore une fois l'opinion, tu sais, c'est ce qui est embêtant, le vote s'est fait uniquement auprès des conservateurs enregistrés, ce qui est très 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 loin de l'opinion collective, là, bien évidemment, des Britanniques. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de défis. Moi je trouve que c'est une passation de pouvoir qui est normale dans le système de la Grande-Bretagne, mais qui est un petit peu douteux sur le fait que ça va réellement être 2 années hyper efficientes, hyper rempli de réussite pour les Britanniques. Et comme on l'a dit, c'est le moment actuel, à mon avis, où il faut qu'il y ait des dossiers qui bougent, il faut qu'il y ait des choses qui se règlent. Et ce n'est pas dans une transition où Boris Johnson, qui, encore une fois, était assez flamboyant et avec beaucoup de problèmes, laisse sa place à Liz Truss, qui n'est pas parfaite et a encore une fois un énorme défi devant elle, mais avec la même équipe à toute fin pratique, à part quelques démissions à gauche et à droite dans le cabinet de M. Johnson, dont M. Sunak. C'est sûr que c'est embêtant. Je me dis, est-ce que ça va vraiment bouger et faire une différence? Est-ce qu'elle va vraiment pouvoir faire bouger son propre agenda et au final avoir réellement des impacts sur la population britannique et ramener justement l'économie britannique sur les rails? On dirait que j'ai quand même quelques doutes. Donc j'ai peur que ce soit comme 2 ans de purgatoire qui vont passer et qu'au final elle va arriver en élection et elle va être mise face aux Britanniques et ne va pas du tout réussir à faire passer quelque chose, que les travaillistes vont prendre le pouvoir et qu'on verra la suite. Mais c'est ce qui m'inquiète un peu. Puis comme j'ai dit, je trouve ça embêtant de voir à quel point, puis je sais que c'est une des métriques qu'on parlait beaucoup, mais l'inflation, c'est tellement mauvais en Grande-Bretagne par rapport à ce qui se passe ailleurs, c'est pas bon partout. Là, on s'entend, à un certain point, les pourcentages passaient de 10, d'un petit peu plus de 10 à du 8%. Oui, c'est 2% de différence, oui, ça a un impact, mais c'est sûr que ça reste des mauvais taux d'inflation, peu importe le pays. Là. On va pas s'applaudir au Canada de dire c'est beau, on est à 7,9 par exemple, on est encore loin du compte. Mais à mon avis, c'est qu'on est très loin, on n'a pas besoin d'avoir un changement politique ou quelqu'un qui arrive en mettant ok oui je veux défendre le climat et tout, c'est bien beau, mais il faut pas commencer à tout changer, il faut juste reprendre les dossiers, avancer les choses pendant que c'était mis justement en arrêt à cause de M. Johnson. Ouais, c'est vrai qu'il y a le défi en fait serait électoral qui va se présenter dans quelques temps, hein, puisqu'on sait que le cycle de renouvellement électoral au Royaume-Uni, il n'est pas vraiment inscrit dans la Constitution. Mais à mon souvenir, la tradition est que c'est tous les 4 ans au maximum. Donc si c'est avant, c'est qu'il y a juste une élection qui a été lancée, donc une élection régulière là, qui a été une dissolution du gouvernement. De la Chambre, exactement. Exactement, qui a été demandée par le Premier ministre et qui a été acceptée par Sa Majesté. On restera respectueux du coup dans ce podcast-là. Mais c'est assez intéressant de voir que là, le défi électoral va se présenter dans 2 ans parce que
Liz Truss, quoi qu'on dise, va conserver en fait l'héritage johnsonien en fait de son prédécesseur pour la prochaine élection. On sait d'ailleurs qu'elle est très proche en fait idéologiquement du corpus Johnson. C'est quand même une libérale convaincue. D'ailleurs, avant, elle était encartée chez les Lib Dems, qui est un mouvement politique d'ailleurs qui remonte un peu en force. Depuis quelque temps, ils avaient été en difficulté depuis en fait les 10 dernières années, là, mais commencent à reprendre du vent dans les voiles. Et donc, alors que les Tories, tels qu'on les connaît, les Tories, c'est plus un parti de droite libérale, etc., comme pouvait l'aile thatchérienne l'était à l'époque. Elle incarne vraiment cette ligne thatchérienne. D'ailleurs, elle compte toutes les renationalisations dont on avait entendu parler, même sous la fin de Johnson. On commençait à parler, ah oui, par exemple, les trains vont être renationalisés, les compagnies énergétiques, etc. Évidemment, c'est plus de l'agenda, évidemment, de Liz Truss. C'est vraiment une libérale convaincue, ce qu'on pourrait dire vraiment de droite, un peu l'équivalent, nous à nous, des républicains macroniens. Donc cette île-là, par exemple pour les Français, mais pour les Canadiens, c'est vraiment comme le Parti conservateur du Canada. Là, pour le coup, c'est une ligne très libérale, très pro-business, anti-taxe, on va dire ça comme ça. Donc plus côté, on va dire, libéral, vraiment, dans le sens libéral du terme. Là. Et c'est là où ça va être intéressant de voir est-ce que dans les urnes, ça va se traduire. On sait que Boris Johnson, et on l'aimait parce que c'était une machine à gagner. Bon, les derniers résultats dans les élections partielles ont prouvé que ce n'est plus le cas. Les travaillistes ont récupéré des circonscriptions clés, en fait. Même si évidemment, c'est pas grand-chose, ça leur donne pas une majorité. Mais le Labour a gagné, on va dire, très légèrement. Ils ont un nouveau leadership. C'est M. Starmer qui est maintenant le nouveau chef des travaillistes. On sait que le mandat de Corbyn a été complètement catastrophique aux côtés des Labour, puisque c'était quelqu'un qui divisait énormément, même au sein de son propre parti. Là, aujourd'hui, maintenant, il y a une nouvelle vague du côté des travaillistes, du côté des Lib Dems, ainsi que des autres partis un peu plus de centre-gauche. Est-ce que les Labour, les Tories vont réussir à garder cette avance qu'ils ont depuis quelques années maintenant, puisque ça fait plus de 10 ans qu'ils sont au pouvoir? Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils vont, continuer à gagner parce que c'est vrai que les Labour subissent, on va dire, quand même des problématiques, on va dire, et surtout une division de leur électorat sur plusieurs partis, alors que la droite est assez unifiée, en fait, au Royaume-Uni. Donc, c'est la difficulté de ce système-là et qui fait que, pour moi, à mon avis, le Parti conservateur a encore de beaux jours devant lui. Par contre, c'est vrai que ce genre de clash politique est assez fréquent. D'ailleurs, on sait que le 10 Downing Street, c'est un siège éjectable, on va dire, assez rapide. Et le leadership du parti, c'est une institution encore plus importante, ça se trouve, que le 10 Downing Street lui-même. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais à mon avis, je pense que le risque est plus pour la personne de Liz Truss, si les résultats électoraux sont pas bons, ou s'il y a des divisions à l'interne en termes de ligne politique. C'est là où je pense qu'il y a plus le risque. Électoralement, je pense qu'il n'y en a pas tellement, mais c'est sûr qu'on faudra voir en fait concrètement, évidemment, dans les prochains mois. Mais ça risque d'être évidemment très intéressant. Et bon, encore une fois, moi, je ne suis pas un expert du tout de la politique britannique. Ça m'intéresse de large, mais c'est clair qu'on va continuer à observer ça, évidemment, avec grande attention. Exact. Mais tu sais, la question, je pense, pour conclure, c'est assez simple. C'est est-ce que Mme Truss a gagné la chefferie, une chefferie trop tôt? T'sais? Est-ce que c'était le bon moment de gagner la chefferie avec 2 ans à faire avant les prochaines élections? Ou est-ce que ça aurait été, comme tu l'as dit, lorsque les conservateurs vont peut-être se prendre une raclée aux prochaines élections et que, évidemment, la chef ou le chef à ce moment-là va probablement démissionner et avoir une autre ronde de chefferie. Donc c'est sûr que c'est la question qu'on peut se poser. On souhaite bien évidemment aux Britanniques et en fait à n'importe quelle économie mondiale d'avoir le leadership en place pour se remettre sur les rails. Donc c'est ce qu'on va souhaiter. On souhaite toujours le mieux pour n'importe quelle nation à ce niveau-là, encore une fois. Là. Mais bon, je crois qu'il y a quand même beaucoup de questions et de défis qui se présentent après l'annonce de sa victoire dans les derniers jours. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment pour le podcast d'aujourd'hui, le Au son de la cloche. Parfait. Donc, comme je l'ai introduit là, très brièvement au début du podcast, là, on fait un peu une petite analyse de compagnie, là, surtout d'événements marquants sur une compagnie qui, si je me rappelle bien, est encore une fois notre
notre mémoire commence à faire défaut avec le fait qu'on est au-delà des 110 épisodes consécutifs d'une semaine à l'autre, là, mais de mémoire, si c'est pas vers la fin 2020, c'était au début 2021, on en avait parlé de cette compagnie-là là, dans un de nos épisodes où on faisait des tops sur des compagnies qui avaient peut-être moins bien performé, ou du moins qui avaient eu des mouvements de marché quand même assez significatifs, soit à la hausse, soit à la baisse. On veut vous parler de Peloton et de plus généralement la chute de Peloton. La compagnie qui a eu un énorme boom durant la pandémie pour les raisons qu'on connaît, mais de voir justement l'ascension épouvantable de cette compagnie-là qui était rendue une vraie licorne à Wall Street pour maintenant se retrouver complètement dans la boue. Là. En fait, littéralement, la roue a débarqué sur leur magnifique vélo là, parce qu'on est passé d'une compagnie qui, initialement, là, les plus gros événements ont eu lieu là, vers le début 2020, le février-mars 2020, alors que la compagnie annonçait là, qu'elle allait licencier, si je ne me trompe pas, c'était 20% de sa force de travail. C'était à peu près 2800-3000 employés que le CEO et le cofondateur, le monsieur John Foley, allaient également quitter. Donc plusieurs changements assez drastiques pour une compagnie qui avait du plomb dans l'aile. Pour vous donner un peu plus d'infos, là, le titre a atteint là, à peu près du 171$ dans ces alentours-là. Au pic de la pandémie avec une valorisation boursière de près 50 milliards et on parle d'aujourd'hui, là, si je ne me trompe pas, à la fermeture, c'était du 9,44$ US par action. Donc de 171 ou dans ces eaux-là à 9,44$, c'est une chute quand même assez flagrante et c'est littéralement une colline qui a eu lieu là, parce que ça valait pas du tout ça avant la pandémie. Donc comme on l'a dit, là, avec l'arrivée de la pandémie, le fait que les personnes qui voulaient faire de l'exercice physique ne pouvaient plus aller au gym, ne pouvaient plus réellement sortir, là, avec pour certains endroits les couvre-feux et le fait de devoir rester à domicile. Peloton est devenu une solution assez intéressante pour les personnes qui étaient prêtes à mettre un 2000$ pour un vélo ou un 4000$ pour un tapis roulant et en plus avoir des abonnements pour suivre des cours en ligne, mais avec le fait que les personnes ne dépensaient plus vraiment, c'était soudainement plutôt abordable pour certains, on dira. Et ils se retrouvaient là, à vendre, je pense que c'était en 2019, là, avant même que la pandémie arrive, là, il y avait c'était plus de 500 000 vélos et tapis roulants qui avaient été vendus. Ça a encore plus explosé avec la pandémie. Cette compagnie-là avait réellement, là, comme je disais, du vent dans les voiles. Là, au tout début, là, une fois que le listing a eu lieu, si je ne me trompe pas, la compagnie allait plutôt mal. Là. L'histoire de la compagnie est quand même assez intéressante parce que à son listing, en étant une compagnie qui ne faisait pas d'argent, elle était déficitaire, elle mettait beaucoup d'argent dans les pubs, beaucoup d'argent dans les droits de licence pour la musique qu'elle utilisait, etc. Le IPO avait été un des pires, je pense que c'était le troisième pire de l'histoire là, depuis la crise financière. IPO là, qui a eu lieu en septembre, le 26 septembre 2019. Et par la suite, là, avec 2020 qui est arrivé, là, la pandémie 2020-2021, ça a été assez incroyable comme performance. Et maintenant, comme on l'a dit, l'atterrissage post-pandémie de Peloton a été un problème assez majeur. Là. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et ils ont réalisé là, avec la réouverture de l'économie, avec la capacité des personnes de recommencer à sortir, de faire du sport, d'aller au gym, ben, Peloton devenait un abonnement et un coût qui était plus du tout nécessaire, si on peut dire. Et l'espèce de... Les fervents ont disparu. La base de fervents, et Gab, je sais que tu vas pouvoir jumper là-dessus, là, mais Peloton était rendu un culte, littéralement, pour certains. Et même ces personnes-là sont passées à un autre appel complètement en voyant là, que c'était plus du tout intéressant. Avec également, il faut noter, non seulement le contexte de pandémie, mais aussi des problèmes d'approvisionnement qu'on pourra parler, qui ont été, quand ça a commencé à aller très vite, la chaîne d'approvisionnement, il y avait des délais de livraison épouvantables. Il y avait des bris qui ont eu lieu. Il y a même eu la mort, si je ne me trompe pas, d'un enfant qui a également été pris. Donc, des retours de vélo, ça prenait des mois et des mois. Donc, un mix de la base utilisateur pouvait maintenant faire autre chose que juste faire du vélo dans leur salon. Et en plus de ça, le fait que leur approvisionnement était complètement dans le champ, là, ne répondait pas du tout aux attentes de leur base de clientèle qui était extrêmement exigeante, il faut le noter. Là. Ouais, après, je pense que c'est l'intérêt en fait de ce genre de segment. En fait, c'est plus d'aller faire une interpolation en fait de ce cas-là en fait sur peut-être des erreurs à ne pas commettre en fait pour le futur ou des apprentissages en fait quand imaginons que vous soyez entrepreneur là ou que vous lancez votre propre entreprise, peut-être des choses à ne pas répéter en fait pour le futur. Et je trouve que Peloton c'est un bon exemple en fait de deux problèmes en fait majeurs, un business model qui ne fonctionne pas en fait et une exécution qui est terrible. Et je pense que c'est l'effet combiné des deux qui fait que en fait c'est problématique. Je passerai assez rapidement sur l'exécution parce que je pense que tu l'as introduit JP, peut-être qu'on pourra repasser ça un peu plus tard là, mais
sur le côté logistique, etc., qui évidemment est un problème majeur en fait de cette compagnie-là. Et je rajouterais peut-être un troisième effet, c'est le côté évidemment trendy qui a créé en fait une valorisation de cette entreprise artificielle qui a dépassé les 45 milliards de dollars. Alors qu'aujourd'hui, bon, cette valorisation, elle n'est plus que de 3 milliards US. Donc, dites-vous que les actionnaires, ils ont perdu 42 milliards dans cette opération. Là, ça a fondu comme ça. Donc, c'est un problème en fait que je vois en fait de plus en plus en fait avec des stocks, on va dire, qui ont été très trendy pendant la pandémie, mais qui se basaient en fait sur des thématiques très temporaires. Le fait de faire du vélo à la maison, oui, on l'a tous vécu cette période de 2 ans de la manière dont vous le savez, hein, on était coincés comme, pardon pour l'expression, mais comme des cons à la maison à faire du coup du vélo, à trouver des façons de s'occuper. Et c'est vrai que le vélo stationnaire est devenu une bonne idée, surtout pour les gens qui habitent en ville, comme moi. Ça pouvait être un truc intéressant. Il y a plein de gens qui ont acheté justement de l'équipement de training à la maison, les tapis Lululemon qui coûtent aussi une fortune, les vélos stationnaires. Et puis, bon, évidemment, le peloton est devenu une opportunité intéressante parce que non seulement c'est un vélo stationnaire un peu premium, parce que je crois que les vélos coûtent quand même très très cher pour ce que c'est. Je crois que c'est plus de 2000 $ pour Exact, avoir. ouais. 2000 US à peu près pour le vélo, puis c'était comme j'étais 4000 pour l'espèce de tapis roulant qu'ils ont offert comme autre alternative. Donc, tu sais, c'est déjà un produit de luxe en soi. C'est un produit de luxe, on va dire, qui est de niche. Tu sais, je vois pas 50 000 personnes acheter, évidemment, des vélos comme ça. Enfin, si tu l'as, fine, tu sais, ça veut dire que tu gagnes bien ta vie, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui peut s'acheter ça. Tu sais, surtout qu'un vélo, aujourd'hui, un beau vélo de route, moi, qu'en fais un peu, là, mais un beau vélo de route, tu sais, ça vaut, je sais pas, 1500 $. Donc, bon, c'est vrai que l'intérêt est un peu limité en sachant que maintenant il existe aussi des trucs pour ton vélo où tu bloques la roue arrière et tu peux évidemment faire ton vélo à la maison si tu as envie. Bon, c'est peut-être un peu moins esthétique. Et le côté évidemment software as a service, parce que oublions pas, Peloton, au-delà d'être un marchand en fait de bikes en carbone, etc., qui coûtent très cher, il marche pas là-dessus. Parce que les coûts d'acquisition des clients sont extrêmement onéreux sur ce genre de produit. Tout ce qui est marketing, etc., représente une portion énorme en fait du coût en fait de chacun des appareils. Donc, ce qui fait que Peloton ne marge pas en fait sur le vélo. En fait, le vrai core business de Peloton, c'est les abonnements en fait. C'est le fait que tu payes à chaque fois, tous les mois, en plus de ton vélo à 2000 $, un abonnement d'à peu près 50 $ je crois aux États-Unis, qui te permet en fait de suivre des leçons, faire des cours en fait avec d'autres personnes, un peu comme tu le ferais à la salle de sport là, avec en cours virtuel, un peu comme du spinning, tu vois. Tu m'excuseras, j'y connais rien. Et c'est là où je vois le problème en fait majeur, c'est que le côté software à service est très bien comme modèle en tant que client, mais pour l'entreprise, c'est un modèle très risqué. Parce que tu peux, du jour au lendemain, perdre tous tes clients et évidemment te retrouver complètement dans l'embarras s'il n'y a plus personne qui s'abonne à ton service. Et là, je vois que c'est un des problèmes de Peloton, puis on pourra repasser sur les chiffres pour vous expliquer plus en détail, je pense, ce qui, à mon avis, pose problème. Ben exact, parce que tu l'as dit, là, officiellement, ils cherchaient des alternatives, puis c'est pas nécessairement. Pour s'en sortir une fois que l'atterrissage n'a pas vraiment fonctionné après la pandémie, ben qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Je veux dire, comme tu disais, ils livraient des vélos et puis des tapis roulants, puis ils offraient un abonnement, il n'y avait pas grand-chose. Ils ne pouvaient pas dire, OK, ben maintenant, on va aussi vous offrir la livraison de courses à domicile. Ça marchait pas du tout. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de manières d'essayer de rendre ça plus diversifié. Il y a également eu un autre point qui était assez clé, c'est qu'il y a eu bien évidemment avec, tu l'as dit, la trend qui était énorme. Il y a d'autres compagnies qui sont rentrées sur ce marché-là qui offraient exactement la même chose, mais à moindre coût. Et à un certain point, comme tu l'as dit, c'était pas non plus très très abordable pour tout le monde. Donc quand tu te retrouves à avoir accès à des alternatives qui sont tout à fait valides, ben, ça fonctionnait. Donc ces compagnies-là ont été capables d'aller chercher des parts de marché de ce que Peloton avait un peu créé. Et c'est là où est arrivé encore une fois les plus gros tics à la hausse du cours à partir de 2022 récemment. Là. Ben c'est lorsqu'ils ont commencé à parler de on va commencer à regarder si on peut pas être acquis par une compagnie qui essaie de rentrer là-dedans. Il y avait Amazon qui avait été nommé, il y avait Apple, il y avait Nike également, qui étaient des potentielles firmes qui auraient pu être intéressées à faire l'acquisition de Peloton.
C'est la seule fois qu'il y a eu des hausses. Je pense que lorsque ça avait été parlé, il y avait eu une hausse de près de 25% du cours lorsque c'est sorti parce que les investisseurs étaient soudainement intéressés à dire c'est peut-être la seule chose qui pourrait fonctionner. Si cette compagnie-là arrête d'être indépendante, règle son problème face à la concurrence, règle son problème de GOL, de gestion des opérations logistiques avec les livraisons, les délais et tout. Je pense que c'était littéralement ça. Et comme tu l'as dit, les plus grosses dépenses, c'était les trucs en marketing, c'était l'image. C'était une excellente compagnie pour le brand que c'était. Ils ont mis de l'argent énormément là-dessus, mais au final, ils n'en ont pas assez mis forcément sur le service ou sur ce qu'ils faisaient réellement. Leur core business n'était pas proofé du tout pour une ère où la pandémie n'allait pas exister pour toujours. Et je pense que c'est un petit peu pour ça que le CEO et le fondateur a été voué à accepter le sort un peu de la compagnie qu'il avait menée. C'est un petit peu ça. C'est un peu le voir. Tout est trop beau. Là. On voit un petit peu ça avec les lunettes roses quand le cours augmente. Mais je pense qu'ils ont vraiment manqué leur coup. Je sais que tu avais des stats pour sortir un petit peu plus de contexte. Mais c'était tout beau. Là. Les rapports qui étaient sortis pendant la pandémie, là, en mai 2020, là, on parlait de 66% d'augmentation au niveau de leurs ventes, 94% au niveau de l'augmentation sur leurs abonnés mensuels. C'était beau, là, ça paraissait trop beau, mais encore une fois, on dirait qu'on, même en tant qu'investisseur, je dis ça maintenant parce qu'on a les faits, mais on réalise pas que c'est trop beau pour être vrai. C'est un petit peu ça qui est triste. On réalise pas que c'est trop beau pour être vrai, puis on voit un titre qui passe des 170-180$ à du 9$, puis on dit, ah, ben écoute, on l'a pas vu venir. Ouais. Après, c'est assez difficile, hein, c'est clair, de dire est-ce que c'est une tendance de long terme ou est-ce que c'est quelque chose de court terme. De dire est-ce que, par exemple, là, on avait encore très peu de perspectives sur la durée de la pandémie, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté ce produit-là, je pense, par achat impulsif, plaisir, etc. Puis d'ailleurs, je pense que ça se voit bien, mais tu vois, sur les 4 exercices, donc de juin 2020 à juin 2021, Peloton a engrangé des revenus, en fait, liés à la vente des machines d'à peu près 3,2 milliards de dollars. Alors que 12 mois plus tard, donc du 30 juin 2021 au 30 juin 2022, ce montant n'était plus que de 2,2 milliards. Donc on a quasiment eu 1 milliard de revenus en moins sur ce profil-là, sur cet exercice-là, ce qui est énorme. Alors certes, ça a été compensé par l'augmentation des revenus d'abonnement, parce que c'est vrai que c'est l'autre métier de Peloton, parce que tu peux juste télécharger l'appli, payer l'abonnement, un peu comme Apple Fitness, tu sais, où tu peux faire des cours, etc., où tu as un trainer en ligne qui te fait les abdos, etc. Là. Donc c'était l'autre business model, mais ce dernier n'a pas suffi pour compenser en fait les revenus en moins. Autre point intéressant, puis je voulais souligner, tu vois, pour te dire à quel point ce business est très intensif sur le coût d'acquisition du client. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est beaucoup surveillé en fait par les analystes, qu'on appelle le CAC, Customer Acquisition Cost. Et bien ce dernier en fait est assez important parce que même si on reprend les 2 exercices de quoi j'ai parlé précédemment, eh ben les coûts ils sont passés de 728 milliards à 728 millions à 1018 millions. Donc quasiment un peu plus d'1 milliard de dollars. Donc ils ont augmenté alors que les revenus ont baissé. Donc attirer un client en plus devient encore plus onéreux, tu vois. Et pour refaire du lien là-dessus, tu vois, eh ben c'est quasiment la moitié des revenus en fait de ton bike. C'est juste de la publicité, du marketing, des pubs YouTube, etc. Alors c'est énorme. Tu te dis que ce produit-là, c'est quasiment impossible de le marger. Autre problème, puis là, on peut aller avec une règle du pouce, comme on dit en français, là, mais quand tu arrives à vendre moins de produits avec moins, et tu fais moins de revenus, et bien pour compenser les pertes que tu fais, tu n'as pas le choix d'augmenter le coût de tes produits au détail. Donc c'est vrai que ça devient compliqué en fait quand tu es client, bah, tu vois les prix de ton peloton, d'ailleurs ils ont explosé, ils ont augmenté de plus de 500$ je crois sur un an ces bikes-là, alors qu'ils étaient déjà hors de prix. Et ben pour payer en fait le manque de rentabilité des précédents clients. Donc tu te rends compte qu'en fait ça devient un cercle vicieux et ton produit en fait en termes d'attractivité devient plus du tout intéressant parce qu'il est plus cher. T'as pas le choix t'es fermé en plus dans un écosystème peloton. Il est beaucoup plus cher pour on va dire une différence on va dire d'intérêt qui est plus faible parce que bon c'est con là je vais te parler moi mon opinion perso mais t'es un vélo un beau vélo de route tu vois ça coûte moins cher tu peux le mettre sur un stand si t'as envie d'en faire à la maison l'hiver puis si t'as envie de sortir l'été bah c'est encore mieux tu profites en tout cas du beau temps et ils n'ont pas été capables de concevoir intelligemment si tu veux
ce fait-là, en fait, que les gens, après la pandémie, ils en ont peut-être marre d'être à la maison tout le temps, en fait. Et c'est, euh, c'est moi, je pense, la clé la clé derrière, en fait, la pauvre performance, on va dire, de Peloton. Et je pense que ça nous oblige, en fait, à réfléchir avant d'investir et de se dire, bon, est-ce que cette croissance-là, elle est soutenable? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai, comme tu l'as dit, JP? Je partage exactement cette opinion-là. Et tu vois, les chiffres de résultats par action, là, tu vois, ils le démontrent bien qu'aujourd'hui, Peloton, ils perdent quasiment 9 dollars par action, 8,74 $ pour être précis, alors que l'exercice précédent, donc selon les normes comptables, hein, évidemment, c'est pas parfait, ils perdaient 64 cents par action. Donc, il y a un problème. Bon, il y a eu un changement de management. Est-ce que ça va résoudre le problème? Je ne pense pas. Oui, ils vont être sur Amazon désormais, parce que ça a été la grande annonce du management. Ils peuvent vendre leurs produits maintenant sur le marketplace d'Amazon. Ça ne changera pas, à mon avis, le problème principal qui est le produit n'est pas attractif, surtout à ce prix-là. Exact. Puis, moi, je pense que la meilleure manière de voir les choses, c'est que Peloton s'inspire un peu du Tour de France. Là, lorsque le peloton tire derrière Thomas Voeckler en échappée, là, je pense que Peloton ne va pas remonter du tout la pente, ne va pas retourner. Il est lâché dans l'échappée. Le peloton est lâché, Voeckler a la victoire, super combatif, là, à mon avis. La compagnie suit exactement la même logique, là, ça ne va pas rattraper. Je pense que la pente est trop raide. Et c'est ça, c'est triste. J'aime les compagnies qui avaient des idées intéressantes. J'aime les compagnies qui offrent une technologie qui est novatrice, mais encore une fois, c'est pas tout ce qui est en termes branding attrayant qui va fonctionner en termes de marché. On peut, pour une certaine période, pour certains mois, des fois c'est même des années, trouver le moyen de rendre une compagnie qui fondamentalement n'a réellement aucun intérêt à long terme, mais de bien la vendre, de bien la brander, que ça paraît bien et que les investisseurs achètent. Mais c'est toujours éphémère et je pense que c'est un excellent exemple. Encore plus un excellent exemple avec le contexte de la pandémie qui a eu Booster. Littéralement, ça a mis du vent dans les voiles pour le coût marketing là, de cette compagnie-là. Mais effectivement, je pense que c'est loin du compte et on verra la suite. Est-ce que c'est une acquisition? Est-ce qu'il y a un gain technologique? C'est à voir lorsqu'il y a quand même du mobilier que sont des bons vieux tapis roulants et des vélos qui sont dans des, comme on l'a dit, dans des salons, à des domiciles. Sûr que c'est un petit peu compliqué. Mais bon, encore une fois, c'était une bonne idée sur papier. Excellent branding. Le chapeau alors. Le branding est magnifique, hein, honnêtement. Chapeau, exactement. Là, si j'étais une compagnie, je ferais l'acquisition de leur département marketing. Le reste à voir. Clairement. Mais bon, encore une fois, très bon exemple. Merci Gab. Je sais pas si tu avais un point que tu voulais rajouter, là, mais je pense que ça conclut plutôt bien. Ma métaphore avec le Tour de France, j'avoue que tu parlais pendant 5 minutes et puis j'avais Thomas Voeckler en échappé dans la tête. Là. Donc, salutations à tous nos auditeurs français. Je suis Canadien et j'écoutais le Tour de France beaucoup trop souvent pendant mon enfance. Et Arnaud Desmar n'arrivera jamais. Mais ça, c'est peut-être les références vont être un peu compliquées pour nos auditeurs, mais bon, c'est clair que si je peux dire un dernier mot, là, en tout cas sur Peloton, c'est qu'à mon avis, c'est compliqué. Je pense qu'il n'y a pas d'autre. Je pense que Peloton va finir lanterne rouge, si tu veux des métaphores, absolument, on va dire, liées aussi au monde du cyclisme. Mais à mon avis, si je pouvais faire 2 suggestions, on va dire, au management, s'ils m'écoutent. Bonjour. Tu vas faire l'intervention en anglais à partir de maintenant, c'est ce que je comprends? Non, je vais faire mon intervention en français, je serais fier de le faire. Si ils traduiront, ce sera leur problème, rendu là. Je pense que dans ce genre de business, la publicité en ligne, surtout comme le business model tel qu'il est aujourd'hui, en fait, et c'est trop coûteux, en fait. Sur ce genre de business, il faut vraiment reposer sur du bouche à oreille, en fait. C'est peut-être la meilleure façon. D'ailleurs, c'est la meilleure façon de connaître notre podcast, hein, j'en profite. Hein. D'ailleurs, il faut faire la petite pub, là. Mais le bouche à oreille est beaucoup plus efficace, à mon avis, que de la publicité intense sur le web où les gens sont déjà au courant, en fait, d'un produit qui est déjà... faut peut-être mettre de l'accent, par contre, c'est ça, sur les influenceurs. On sait que maintenant, ça devient une source trendy de recommandations de produits, là. Peut-être dépenser un peu moins, c'est ça, sur des pubs en ligne, mais de faire en tout cas, du marketing intelligemment, se démarquer, on va dire, de ce qui se fait par rapport à la concurrence. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à réexécuter. Ça, je pense, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je dirais, quand on fait un produit, il faut s'assurer, en fait, qu'il y ait un cycle, on va dire, de vie qui soit cohérent. Parce que le problème d'un vélo Peloton, c'est que ça a une durée de vie énorme. T'en achètes pas tous les 4 matins. Et il faut diversifier en fait ta source en fait d'approvisionnement en fait de clients. Donc
c'est très bien de cibler monsieur et madame tout le monde qui font leur vélo à la maison, mais je pense qu'il aurait été intelligent aussi de cibler, je sais que c'est déjà le cas là, mais donc ne me tapez pas sur les doigts parce que je sais que c'est déjà le cas, mais tout ce qui est salle de sport, etc., qui ont parfois besoin de matériel beaucoup plus dispendieux, parce que je sais que ça coûte cher, du matériel pour soulever de la fonte, là, mais c'est onéreux et je pense que les business ont plus de capacité à payer pour un article un peu fancy que des particuliers, tu vois. Et je pense qu'il aurait été C'est vrai. judicieux de mettre de l'emphase plus sur ce segment-là qui, à mon avis, est hyper intéressant. On sait qu'en plus, les gens sont de plus en plus, je le vois d'ailleurs dans mon entourage, hein, mes têtes sont de plus en plus précautionneux à leur ligne, etc., à faire soulever de la fonte le soir. Bon, même si ça se voit pas vraiment, ça c'est mon tacle, c'est ma bicyclette par derrière là. Mais c'est un peu, c'est un segment à mon avis qui me paraît plus intéressant en fait que à la maison, même si c'était intéressant pendant le Covid, il faut savoir approvisionner, diversifier en fait ton site de. Mais c'est un bon point, parce que c'était le fameux abonnement du truc Peloton, mais au final, la salle de gym le redirigerait vers ses abonnements, le Exactement. redistribuerait dans ses abonnements vers les utilisateurs. Fait que je pense effectivement que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Encore une fois, tu l'as bien dit, là, en espérant qu'il t'écoute là-dessus, mais je pense que c'est un modèle qui a besoin de transition. Ça ne fonctionne pas comme c'est maintenant. S'il continue à s'acharner sur ce modèle-là, ben, le cours va se représenter là-dessus. S'il trouve une manière d'innover, qui sont capables de tourner. En anglais, c'est they need to turn things around. Il faut qu'ils trouvent une manière de rendre ça fonctionnel, quitte à récupérer les vélos, puis comme tu as dit, les retransférer vers du commercial. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il y a quand même énormément de pertes qui se font présentement à cause de ça. Il faut que ça bouge, sinon, ben, je pense que le cours à Puis 9$ US, ça sera pas une rareté, là. et les coûts, et c'est ça, et quand tu le vois tout de suite, un autre dernier point, puis après je promets, je me tais, euh, tout ce qui est, comment dire, coûts de recherche, etc., de développement, coûts, on va dire, bon, marketing, on l'a déjà dit, mais tout ce qui est coûts aussi administratifs, etc., sont beaucoup trop élevés, à mon avis, dans cette compagnie-là, parce que ça représente quasiment, en fait, pareil, la moitié des revenus, en fait, de cette entreprise-là. C'est pas normal que ce soit aussi onéreux, donc je pense que c'est là où ils ont eu la bonne décision de restructurer leurs affaires pour faire en sorte, au moins, que tous leurs produits soient rentables, tu vois. Un business, ça peut pas marcher comme ça. T'sais, oui, tu as des business qui vont faire des pertes les premières années, ce qu'on appelle capex intensive, c'est-à-dire que ça coûte de l'argent, tu fais des pertes, tu accumules des pertes, mais c'est pas normal que à un moment donné, quand tu as atteint ta maturité, ben, que tu sois pas rentable. Et c'est là où on voit le risque de ça. Bref, sur ce, je rends l'antenne, mon cher JP. Absolument. Mais je pense que ça conclut un épisode qui était assez intéressant, là. Donc merci, merci Gab pour ta contribution. Merci tout le monde pour vos écoutes comme à l'habitude. Donc, comme vous le savez, là, je l'ai mentionné très brièvement là, au début du podcast, mais vous pouvez toujours nous retrouver sur YouTube, qui est la plateforme par excellence pour les notifications. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre la fameuse cloche pour avoir les notifications. Je pense que c'est une bonne manière de savoir quand est-ce qu'on publie, surtout que des fois, on publie à des heures variées, des fois à des jours variés. Vous pouvez également laisser un commentaire. Donc, comme on dit, on essaie de répondre à tous ceux qui sont sur YouTube, tout comme d'ailleurs dans notre fameuse boîte courriel que vous retrouvez dans les notes pour les épisodes. Sinon, pour la majorité d'entre vous, on sait que vous nous écoutez sur les applications de podcast. Donc, bien évidemment, là, les Spotify de ce monde, les Apple Podcasts, Amazon Podcasts, Overcast, peu importe l'endroit où vous nous écoutez, merci de nous écouter. Sur ces plateformes-là, vous le savez, les commentaires, c'est pas la place, mais les étoiles, les likes et tout font une énorme différence dans le référencement du podcast. Donc, n'hésitez pas à les mettre si vous appréciez le contenu. Et également, là, si vous avez n'importe quoi, suggestion, comme on l'a dit, la zone commentaire YouTube ou le fameux courriel, je sais que plusieurs l'utilisent et on l'apprécie énormément. Ça nous inspire justement pour, comme on l'a dit, faire des sujets qui nous intéressent et que Gab et moi parlons là, en off, même avant qu'on enregistre le podcast, mais également de faire des sujets qui vous intéressent, d'essayer de les décortiquer et dans certains contextes, même nous-mêmes, nous intéresser à des choses qui vous intéressent. On l'a dit, c'est une grande discussion, donc c'est bien quand vous participez. Donc merci tout le monde, merci à nouveau Gab et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut tout le monde.